Bonsoir à tous et bienvenue à cette table ronde sur la stratégie spatiale européenne. Pour explorer ce très vaste sujet, nous avons droit à un beau panel de spécialistes. Donc, je vais commencer par Madame Naja, qui est, j'ai oublié votre dernier titre, chef du département politique industrielle et audit à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Ensuite, je ne sais pas si j'ai besoin de vous le présenter, il y a Monsieur Alain Rousset, président de la région de l'Aquitaine. Ensuite, donc là aussi, le maire de Saint-Médard-en-Jalles, M. Jacques Morgon. Le président d'Ariane Group, maître d'œuvre de la filière Ariane en Europe, André Hubert-Roussel. Le directeur général délégué du CNES, Lionel Suchet. Et M. Jean-Sébastien Lemay, qui représentera ce soir la communauté des villes Ariane. Avant de démarrer tout cela, déjà j'ai oublié de me présenter, je suis Stéphane Baranski, journaliste spatial depuis 1990, ce qui ne rajeunit pas, et rédacteur en chef de l'excellent magazine Aérospatium, que je vous conseille tous de vous abonner. Il faut que je nourrisse mes enfants. Donc, nous allons commencer par un petit film, et après nous rentrerons dans le vif du sujet. Magnifique présentation de la mission ALINA sur laquelle travaille aujourd'hui Ariane Group et la société allemande Petit Scientist. Ça nous rappelle donc que 50 ans après, la Lune fait toujours rêver, mais est-ce que vous savez qu'à l'origine du programme Apollo et de la conquête de la Lune dans les années 60, c'était essentiellement un prétexte pour développer un outil industriel puissant, efficace aux États-Unis, de manière à pouvoir répondre à tous les défis. Quelques années plus tard, donc après Apollo, il y a eu le développement de tout un tas d'applications spatiales, météorologie, télécommunications, navigation, toutes ces activités dont en fait aujourd'hui on ne se rend pas compte, mais si demain vous privez de voitures, d'avions, de navires, vous ne le remarqueriez peut-être pas tout de suite, mais si on vous privait de satellites, croyez-moi, en quelques heures, ça serait la panique la plus complète. Donc, les activités spatiales, on a tendance toujours à imaginer que les Américains font tout, mais finalement, en Europe, nous sommes d'excellents outsiders, tellement bons outsiders que bien souvent, on est en première place. Et ça nous amène à nous poser la question, toute cette stratégie spatiale qui est derrière tout ça, je vais me tourner vers le représentant des agences. Aujourd'hui, cette stratégie spatiale, qui la décide, qui l'applique et quels sont les enjeux pour vous. On mettra de côté l'accès à l'espace pour la question suivante.
Mais je souhaiterais donc que vous nous expliquiez un peu les rouages et les objectifs de cette politique spatiale. Alors l'Europe spatiale, c'est une Europe assez complexe parce qu'en fait, elle s'articule sur 3 niveaux. Il y a le niveau communautaire de l'Union européenne, puisque une des grandes nouveautés du XXIe siècle, c'est que l'Union européenne est devenue un grand acteur du spatial en Europe. Vous avez parlé de navigation, programme Galileo, mais aussi programme Copernicus pour la surveillance de l'environnement. Donc le niveau communautaire, qui est en pleine expansion. Le niveau intergouvernemental, l'Agence spatiale européenne, puisque donc cette agence à laquelle j'appartiens rassemble 22 États membres et fonctionne sur un mode intergouvernemental, c'est-à-dire que les décisions sont prises par les représentants des États, et le niveau national, avec évidemment la plus grande agence spatiale nationale qui est le CNES, l'agence spatiale française, mais vous avez aussi l'agence spatiale allemande, le DLR, l'agence spatiale italienne, etc. Et donc c'est une certaine complexité qui fait qu'une stratégie spatiale européenne unique, elle est un peu compliquée à décider parce qu'il faut rassembler tous ces niveaux, mais c'est aussi une richesse. L'Europe est complexe, c'est une richesse, et je pense que c'est aussi une multitude de façons de faire du spatial qui donne de la souplesse, à la politique spatiale. Alors, l'Europe spatiale, en gros, pour fixer les idées, c'est environ 9 milliards d'euros de budget annuel. Dans ces 9 milliards d'euros, il y en a 5 milliards qui sont l'ESA, un peu plus même, 5 milliards et demi, dont un tiers provient de l'Union européenne, 2 tiers proviennent des États membres. Et le reste, ce sont les agences nationales essentiellement, et quelques entités comme le METSAT, etc. En gros, l'espace en Europe, c'est 40 000 emplois directs dans l'industrie et beaucoup d'emplois dérivés, un important retour socio-économique. Et puis, vous m'avez demandé quelles étaient les priorités du spatial et de la stratégie spatiale européenne. Et bien, ces priorités, qui les définissent, ce sont les États membres, que ce soit au sein du Conseil de l'Union européenne ou au sein du Conseil de l'Agence spatiale européenne. Les deux entités travaillent ensemble, donc les stratégies sont cohérentes. Et je dirais que les priorités, c'est la science, parce que l'Europe est d'ores et déjà leader dans de grands nombres de domaines scientifiques, de la science de l'espace, mais aussi de la science de la Terre. L'espace au service des citoyens et de la société, donc l'espace au service des politiques d'environnement, des politiques de recherche, des politiques de transport, des politiques de sécurité aussi, et bien d'autres politiques. Et puis, l'infrastructure nécessaire, on a vu ce magnifique film d'Ariane Group, il est clair que sans lanceur, il n'y a pas de politique spatiale, et sans autonomie d'accès à l'espace, il n'y a pas de politique spatiale européenne. Donc voilà pour moi les 3 priorités de la stratégie spatiale européenne. Oui, bonsoir à tous. Comme l'a dit Géraldine, la stratégie elle se définit au niveau des États et au niveau des États qui agissent sur les différents outils qui sont à leur disposition. Au niveau européen, il y a les politiques nationales, donc une bonne partie du budget du CNES est dédiée à ces politiques nationales, à ces coopérations bilatérales. Une partie du budget qui passe par le CNES, il faut que ce soit cohérent, donc le gouvernement s'appuie sur le CNES pour rendre cohérent tout ça. Une partie du budget du CNES est dédiée à l'ESA, la participation française à l'ESA, mais c'est les ingénieurs du CNES qui coordonnent et qui pilotent la politique menée à l'ESA pour la partie française, en tout cas, il faut trouver le consensus entre tous les pays. Et puis la Commission aussi, où on est en lien permanent avec les gens qui représentent la France à la Commission, pour que tous ces efforts au niveau européen, au niveau national, au niveau ESA, au niveau Commission, soient coordonnés. C'est important parce que les enjeux sont énormes, sont de plus en plus importants. Je crois que le spatial vit une révolution. On parle beaucoup d'évolution très rapide, mais on peut parler de révolution. Les agences spatiales dans le monde se sont développées tout autour de 2 piliers qui sont très stratégiques, très étatiques. C'est la connaissance, la science fondamentale, apprendre à aller dans l'espace, mesurer des choses, etc. C'est la science. Et puis la défense, parce qu'il y a des enjeux stratégiques très importants dans l'espace. Donc c'est ces 2 piliers étatiques, stratégiques qui sont développés. Il y a eu les télécommunications qui ont permis d'ouvrir une voie plus commerciale. Et puis aujourd'hui, avec toutes les données qui sont acquises par nos satellites, qui tournent autour de la Terre et qui mesurent tout,
dans l'atmosphère, sur les surfaces continentales, dans les océans, un grand nombre de données. Ceci combiné à la révolution numérique qui est en train de changer profondément nos sociétés et nos vies, et qui est le numérique a besoin de données, ben, vous combinez les deux, ce qui fait que le spatial aujourd'hui devient un outil majeur de tous les domaines économiques de demain. Et on parle plus simplement de la défense et de la science, mais de l'agriculture, de la pêche, de l'aménagement du territoire, du tourisme, de la santé, etc. Dans tous ces domaines-là, le spatial devient un outil stratégique, du coup, mais pas stratégique au sens très étatique, défense ou science, mais au sens économique du terme. Et ça fait que les choses changent beaucoup, l'évolution, parce que s'il y a des enjeux économiques forts du spatial, ben, il y a des initiatives, il y a des gens qui sont prêts à priver ou des gens qui sont prêts à mettre de l'argent. Donc il n'y a plus simplement le marché très fermé, type armement d'une stratégie étatique. Il y a un marché qui s'ouvre, et puis il y a de plus en plus d'entrants et de pays qui s'intéressent au spatial. Il n'y a pas longtemps, on travaillait avec 5 pays dans le monde. Je compte l'Europe comme un pays. On avait travaillé avec tous les acteurs du spatial dans le monde. Aujourd'hui, on a plus de 50 agences nationales au monde, et tout le monde s'y met. Donc on a des ressources qui sont forcément limitées. On a un périmètre qui est en train d'exploser, on a des enjeux très importants. Pour vous donner quelques exemples, type d'enjeux au niveau télécommunication, entre les méga-constellations et les très gros satellites avec des très gros débits de communication, on est en train d'obtenir un facteur 100 sur le prix du gigabit par seconde dans l'espace. Je ne sais pas si vous imaginez un autre domaine économique, demain votre maison, votre voiture qui coûterait 100 fois moins cher qu'aujourd'hui. Ça serait sympa, c'est pas partout comme ça. C'est ce qu'on est en train de faire dans le spatial. Au niveau de l'observation de la Terre, les satellites, c'est pas un facteur 100, c'est un facteur 10, donc c'est quand même énorme. Et donc il y a des enjeux très très importants qui nécessitent une coordination de tous ces efforts. Alors comment on y arrive? Parce que les ressources sont capées, ben, je crois qu'on y arrive en coopérant. La coopération, alors on a beaucoup de compétition dans le spatial, il ne faut pas être dupe, il y a des enjeux stratégiques, je l'ai dit, donc il y a de la compétition, mais il y a aussi, c'est aussi un domaine de coopération. Vous parlez de la Lune, de l'exploration, ça c'est un domaine très important de coopération. Donc il faut travailler ces coopérations. Je crois que la France a un tissu diplomatique unique au monde, et dans le spatial, nous, on a été à l'initiative, dès le début, on a travaillé avec tous les acteurs au niveau mondial qui travaillaient dans le spatial, avec l'Union soviétique à l'époque, et les États-Unis, et puis petit à petit le Japon, aujourd'hui l'Inde et tous les pays, des 50 agences que j'ai citées. Je crois qu'il n'y a que la Corée du Nord qui fait du spatial avec lequel on ne travaille pas, mais sinon les autres, on coopère avec tout le monde. Et on s'enrichit de cette coopération. Et puis il faut aussi travailler les lignes avec les évolutions. On a la chance d'avoir une industrie au niveau français qui est au top niveau mondial, qui grandit, qui devient de plus en plus mature, et donc les agences doivent se positionner différemment qu'elles ne le faisaient hier, puisqu'on a tout créé à partir d'une feuille blanche, donc il fallait qu'on fasse tout au départ. Aujourd'hui, on a des industriels non seulement matures, mais très performants. Il faut qu'ils prennent leur rôle et qu'on s'appuie sur eux largement pour faire tout ce qu'ils savent faire, et se positionner, nous, en tant qu'agence, sur le futur, sur défricher les nouveaux possibles, là où la prise de risque est très importante, et donc, comme ça, faire progresser le spatial au niveau national. Donc les enjeux très importants, une coordination européenne et mondiale qu'il faut travailler, et puis un rôle entre agences industrielles qu'il faut toujours bouger, parce que les choses bougent, on ne peut pas rester comme on est. Voilà. Donc, comme on le disait, nos télécommunications passent par l'espace. L'espace nous permet d'avoir des politiques de gestion des ressources et de l'environnement. Nos positionnements passent par l'espace. Tout cela nécessite d'y aller. Et aujourd'hui, donc la question de l'autonomie, de l'accès des Européens à l'espace est une question importante. Je voudrais être assez provocant sur cette question-là. Aujourd'hui, il existe plein de solutions commerciales pour aller dans l'espace. Pourquoi devons-nous garder le contrôle d'un accès autonome à l'espace pour l'Europe? Alors, c'est l'origine d'Ariane. Géraldine l'a dit, il n'y a pas de politique spatiale sans accès à l'espace. À l'origine d'Ariane, il y avait un satellite, Symphonie, qui a été développé par la France et l'Allemagne. Quand ils ont voulu le lancer, eh bien, les Américains étaient d'accord pour le lancer, mais avec tout un tas de restrictions.
Et donc c'est ce qui a été à l'origine du programme Ariane, vouloir dans le futur être capable d'aller dans l'espace où on veut, quand on veut, et ça fait partie des enjeux de cette autonomie. Alors depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et un énorme développement, je dirais, de cette activité, sur laquelle, je dirais, l'Europe a été et toujours d'ailleurs leader, hein, même si, je dirais, l'année dernière, il y a eu un record de nombre de lancements dans le monde, hein, plus de 110 lancements, presque 120 je crois, lancements dans le monde l'année dernière. Alors 39 côté chinois, 31 côté américain, 11 en Europe. Alors on a une petite particularité en Europe, c'est que côté américain, côté chinois, l'essentiel des missions sont des missions au service des institutions, beaucoup de défense encore. Là aussi, Ariane a montré la voie depuis l'origine, puisque pour assurer, je dirais, la viabilité de cette filière, depuis l'origine, on a également adressé le marché commercial, et en particulier le marché des télécommunications, donc plus privé, pour lequel Ariane 5 en particulier, a été et encore le leader mondial des lancements commerciaux. Et ce qui permet, je dirais, de compléter le panel, je dirais, de missions pour Ariane. On va continuer pour ça. Alors on est un peu plus challengé depuis quelques années, puisque les Américains qui s'étaient concentrés, je dirais, depuis l'origine sur leur marché institutionnel, sont revenus sur le marché commercial depuis quelques années, en particulier la société SpaceX. Et donc c'est pour ça qu'on a, je dirais, lancé, et que l'Europe a lancé Ariane 6, le programme Ariane 6, il y a de cela maintenant 4 ans, pour diminuer les coûts, pour la rendre encore plus performante. Les missions spatiales deviennent de plus en plus variées. Et donc Ariane 6 a été conçu d'une part pour avoir une grande flexibilité dans les missions, pour pouvoir atteindre toutes les orbites, y compris, j'espère un jour, la Lune. Et puis également pour être évidemment moins cher et contribuer, je dirais, à cette éclosion du formidable potentiel qu'a l'espace dans tous les domaines, des télécommunications, bon, de la défense encore bien sûr, mais également des télécommunications, de la navigation, de l'imagerie, de la surveillance de notre belle Terre, et de la science, voilà, et pourquoi pas, je dirais, dans ce nouveau domaine. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un certain nombre de domaines de conquête pour l'humanité, les data et l'espace, et les deux sont extrêmement complémentaires et très liés. Juste un point, si tu permets, par rapport à la coopération dont je parlais tout à l'heure, l'accès autonome à l'espace, c'est un must, c'est fondamental. Si on a la capacité, au-delà des nombres, c'est la possibilité de le faire seul. Si on a la possibilité de faire quelque chose, d'aller dans l'espace et de faire voler nos satellites dans l'espace, eh bien, les autres sont intéressés pour travailler avec nous, pour échanger, et donc on grandit ensemble. Si on n'a plus cette capacité de façon autonome, on n'existe plus, tout simplement. On n'existe plus, et les gens se détournent vers d'autres possibilités, d'autres pays. Donc c'est le point fondamental. On peut avoir les meilleurs satellites du monde, je crois qu'on a parmi les meilleurs satellites du monde. Si on n'a pas la capacité autonome de les lancer, on n'existe tout simplement pas dans le monde spatial. Donc on le voit, tout cela est éminemment stratégique. L'espace, ça ne concerne pas que les grandes nations et les décideurs, ça nous concerne tous. Et donc, notamment ici, dans cette région qui a vu naître Diamant avant Ariane, donc les tout débuts de l'Europe spatiale, même si à l'époque c'était surtout la France spatiale. Comment donc les acteurs qui nous représentent au plus près, c'est-à-dire les élus régionaux ou locaux, peuvent travailler pour aider à soutenir cette stratégie spatiale européenne? Parole de M. Rousset. Vaste programme. D'abord, première observation, si vous permettez, président de région que je suis, il faut que vous alliez voter aux élections européennes. Pas pour les fous, hein, pas pour ceux qui veulent détruire l'Europe. On voit bien la description qui a été faite tout à l'heure,
qu'il y a des progrès à faire. Il y a des progrès terribles à faire. Ariane est en train de discuter aujourd'hui du marché de satellites pour l'Allemagne. Alors, je ne sais pas où vous en êtes de la conclusion de ces contrats. Je crois que l'Allemagne doit envoyer deux satellites. Vous savez, 27 pays, avec des pays de 40 millions d'habitants, 70 millions d'habitants, 20, moins, et en même temps, une bataille technologique considérable. Et vous avez vu, la représentante de l'ESA le disait tout à l'heure, c'est les chefs d'État qui ont encore le pouvoir. Alors tout le monde s'interroge, je dis, mais qu'est-ce qu'on attend de l'Europe? Que les chefs d'État lâchent la grappe à l'Europe, et que l'Europe se renforce, et qu'il y ait plus de solidarité. Ouais, quand la Belgique achète des avions aux États-Unis, alors que nous, on essaye de ramer pour faire des... On a trop d'entreprises qui font des avions, demain on aura une collaboration entre Dassault et Airbus pour faire des avions, mais il en est de même pour le spatial. C'est un problème de souveraineté, c'est un problème d'avenir. Parce que derrière, ce sont des emplois industriels. La France avait perdu il y a 30 ans à cause d'un personnage qui s'appelle Turut, qui parlait de la France sans usine, que les politiques ont suivi, c'est bourre. Or, c'est autour des usines qu'on fera l'existence de l'Europe, autour des laboratoires. Il y a des aventures, après je laisse rêver autour de la Lune. Nous, on a des questions à poser, mais je le ferai en direct au nouveau patron d'Ariane Group. Est-ce que vous aimez toujours le solide en matière de propulsion des deux premiers étages, Monsieur le Président? Est-ce que nos matériaux vont bien? Parce que là, on a posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de travailler sur de l'innovation, sur du composite qui va servir à durcir les boosters. Je ne me rappelle plus comment s'appelle le programme, mais on a beaucoup de programmes d'ailleurs sur... On est intervenu quand on a fait l'inauguration avec votre prédécesseur Alain Charmeau sur le grand laboratoire. Voilà, on accompagne Ariane Group sur l'innovation et sur la R&D, sur des points précis sur lesquels l'environnement industriel et l'environnement technologique de la Nouvelle-Aquitaine est pertinent. Le matériau composite, la propulsion, les matériaux de rentrée atmosphérique aussi. Il y a eu une aventure ici sur comment je trouve des boucliers thermiques permettant demain de récupérer le dernier étage. Là-dessus, on est... Et puis deuxièmement aussi sur tout ce qui concerne ce qu'on appelle la supply chain. Parce que derrière, il y a 3250, 2230 emplois qui sont sous l'autorité de ce monsieur, mais il y a des milliers d'emplois qui sont... et moi, ça m'intéresse. Et il y a des centaines de chercheurs dans les labos qui travaillent aussi d'ailleurs à se dire, parce que c'est important, et je me disais à Hervé tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on travaille un peu plus sur tout ce qui est déchets spatiaux. Comment on travaille aujourd'hui sur la déconstruction de tout ce qui est essai de combustion. Hein, on avait déjà monté, lorsqu'Hervé pilotait la SNPE, un super laboratoire où on avait des petites bêtes ce qui faisait qu'on n'avait pas l'obligation de relâcher tout ce qui n'avait pas été lancé. Ça risquait d'avoir des petits nuages au-dessus des écoles à Saint-Hilaire-en-Jalles. Ce qui fait quand même pas la meilleure des choses. Voilà. Donc, y compris sur tous ces détails, la région est présente, d'abord parce que c'est une volonté politique. J'ai fait voter par l'Assemblée plénière un programme qu'on appelle Maryse Bastier. Je rappelle que Maryse Bastier, c'est Limoges, c'est ici, c'est une grande pionnière de l'aviation. Une grande pionnière de l'aviation.
d'exploitation. Et il y a bien entendu l'espace qui est dedans. Moi, j'y suis très attaché aussi, à tel point qu'à un moment donné, j'avais proposé à la Guyane, et j'en parlais hier avec certains responsables nationaux, comment on peut mieux accompagner la Guyane, parce que l'installation de tir est un peu comme un bunker, et le ruissellement en Guyane d'Ariane, de l'espace, n'est pas suffisant, parce que la Guyane est un territoire français qui souffre énormément. Donc ça fait aussi partie de nos développements, de nos actions. Voilà, on en dira plus tout à l'heure. Donc moi je suis très sensible. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas prendre l'initiative, puisqu'il y a une association des villes Ariane, dont nous allons parler juste après. je vais prendre l'initiative de créer, parce que c'est tellement diffus, ça concerne toute la région, ça concerne les laboratoires, ça concerne un potentiel scientifique, si je ne vais pas prendre l'initiative de créer une association des régions Ariane. Il y en a en Allemagne, pas pour faire de la compétition, mais je rappelle quand même que c'est la région qui finance de plus en plus la recherche, le transfert, la formation aussi, parce qu'il y a des problèmes de formation. Qui vient travailler chez Ariane Group, comment Ariane Group régénère régulièrement ses équipes. Donc je ne sais pas, j'ai peut-être... Alors, bon, vous avez vu que Alain Rousset a une vision qui va loin. La Nouvelle-Aquitaine vient juste de s'étendre. Il est déjà parti maintenant en Guyane, donc vraiment, on peut remarquer que nos ambitions sont fortes. Mais en tout cas, ce qui est très important, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'espace a toujours été une nouvelle frontière de la raison, de l'imagination, et puis aussi bien sûr scientifique. Mais aujourd'hui, cette nouvelle frontière, elle devient industrielle, économique, et donc il faut s'y adapter. Et cette adaptation est difficile à faire avec nos cultures et notre mode d'organisation européen très complexe, très différent, où il faut assembler, c'est un peu comme les centristes, hein, c'est la brouette de crabe ou à peu près, il faut remettre tout ça dans une orientation signifiante. Tout ça n'est pas facile, mais pourtant il faut le faire. Et il faut le faire parce que nous sommes sous la pression, et sous une pression qui nous oblige à repenser nos modes de fonctionnement du spatial autour de deux enjeux fondamentaux, qui sont l'enjeu du privé, de l'arrivée massive du privé dans ce domaine, puisqu'il y a maintenant du business à faire, il n'y a pas seulement des intentions institutionnelles, et puis aussi l'enjeu qui n'a jamais été aussi présent, stratégique. Et pour faire tout ça, moi je crois qu'il y a deux éléments qui sont importants. Donc à la taille d'une commune, évidemment, on n'a pas les moyens de soutenir l'activité au plan économique, mais il y a deux moyens qui me paraissent importants. D'abord, il faut avoir une légitimité dans l'opinion, et pour avoir une légitimité dans l'opinion, il faut être compris par l'opinion, il faut que les enjeux soient compris par l'opinion, soient soutenus, qu'ils deviennent des facteurs importants de la décision politique individuelle, pour que les gouvernements, la puissance publique, les décideurs se disent que ça va compter aussi dans le vote des citoyens. Et donc on a un rôle très important pour expliquer les enjeux, pour les faire partager, et puis pour aussi créer des envies. L'espace, c'est d'abord une envie, c'est d'abord une ambition. Si ça doit être simplement un plan de nuit technologique, ça n'intéressera jamais le citoyen. L'espace, c'est en fait quelque chose qui véritablement porte des ambitions sur tous les plans, des ambitions humanistes, on l'a vu lors de l'inauguration avec notamment la place de l'art dans ce domaine-là, mais ça porte aussi des ambitions, on l'a dit, souveraineté, des ambitions ensuite de volonté de développer un outil industriel. Et donc ça, pour en parler, il faut avoir une relation avec le grand public. C'est pour ça que, par exemple, quand on fait ce festival ici, qui est un festival grand public, mais avec un soubassement scientifique de très haut niveau et un soubassement industriel qu'on connaît, eh bien, on fait œuvre utile à notre échelle. Et puis après, à notre échelle, à toutes les échelles, celle des présidents de région, celle des élus locaux, celle de territoire, il faut porter l'envie et il faut que nous démultiplions la parole qui explique tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas au bon niveau. Et encore, en France, franchement, on est plutôt dans un pays qui a conscience depuis longtemps, et le CNES peut en témoigner, l'existence du CNES en témoigne, dans un pays qui a depuis longtemps conscience de l'enjeu. Mais pour autant, je crois qu'on n'arrive pas à marquer l'opinion. Moi, je me fais souvent la remarque,
Et notamment l'autre jour, quand on revoyait l'intervention de Kennedy à propos de la Lune, je me dis souvent, comment se fait-il, et notamment dans ces temps de campagne européenne, qu'on ne soit pas capable d'exprimer un enjeu très mobilisateur sur un secteur qui fait autant rêver notre jeunesse et finalement tous nos scientifiques. J'ai été extrêmement frappé hier, et je vais m'arrêter là, mais ça dit des choses. On a organisé ici, dans les différentes réunions, ateliers, conférences qu'on fait, une conférence avec un YouTuber, qui est donc un YouTuber tout à fait compétent sur le fond en matière d'espace. Et donc, on a fait ça par les canaux habituels des youtubeurs. Il y avait dans la salle 450 personnes. Il y avait à peu près 430 personnes de moins de 30 ans, qu'on n'avait absolument jamais vu nulle part, que moi je ne vois jamais. Pourtant, je sillonne la ville et ses alentours, qui étaient sortis comme ça, qui étaient tous passionnés d'espace et qui étaient là. Et je me dis, ces gens-là, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on les mobilise? Eh bien, faisons de cette réalité technique, économique, industrielle, stratégique, faisons un enjeu qui soit compréhensible par l'opinion. Et je pense que derrière, Monsieur le Président d'Ariane Group, vous n'aurez pas à vous inquiéter sur le sort qui sera fait à la conférence de Séville, au budget de l'espace. Mais il faut en faire un enjeu. Et moi, ce qui m'avre un petit peu, c'est que même dans la campagne européenne, je trouve que des sujets comme ça, européens par excellence, sont assez peu présents, en tout cas trop peu présents. Donc voilà l'un des enjeux qu'on peut avoir dans au niveau des collectivités locales et des élus, me semble-t-il. Juste, ça peut paraître comme une intervention de chapelle, mais la légitimité et l'appropriation du spatial, ça passe aussi par l'information, qui est malheureusement très mal gérée dans notre pays à ce niveau-là, puisque nous avons, nous avons, parce que nous sommes tous européens, à combattre un soft power très important. Et donc, je vous rejoins à lire la presse spécialisée. Je voulais rebondir sur 3 points dont vous avez parlé. D'abord, l'Europe. Pendant très longtemps, quand on voulait parler de l'Europe qui gagne, on pensait Ariane, Airbus. Alors, c'est assez amusant parce que ce sont 2 projets qui n'ont absolument pas été développés au niveau de l'Union européenne. Et néanmoins, ce sont des vrais projets européens avec de l'industrie de beaucoup d'États et un vrai esprit européen dans le développement, la conception des projets. Donc, malgré tout, l'Europe de l'espace, c'est l'Europe qui gagne. L'Europe est leader dans de très nombreux domaines spatiaux. Il ne faut pas oublier ça, et avec des budgets mais très largement inférieurs à ceux consentis par les États-Unis. On parle d'un ordre de 8 à 10 fois moins de budget en Europe qu'aux États-Unis, alors que l'Europe a un PNB largement équivalent, voire supérieur à celui des États-Unis. Ça, c'est le premier point. Et le mot politique industrielle, qui, chez certains pays, particulièrement anglo-saxons, est perçu comme un mot un peu scandaleux, je pense qu'il est important. Parce qu'effectivement, l'Europe spatiale, c'est l'Europe de l'industrie sur le territoire européen. Et nous avons à l'ESA une règle très importante, c'est la préférence européenne. C'est que pour développer nos programmes, nous utilisons des industriels européens. Pour l'instant, l'Union européenne n'a pas toujours eu cette règle-là. L'Union européenne a comme politique industrielle le plus bas coût possible. Et c'est pas grave si c'est pas européen. Je pense que c'est essentiel qu'à l'avenir, au sein de l'Union européenne, il y ait la reconnaissance du besoin de garder l'industrie en Europe. Ça, c'est essentiel, je suis tout à fait d'accord avec vous. Une Europe sans industrie, c'est comme une France sans industrie, c'est rien. Ça n'existe pas. L'emploi, il est dans l'industrie. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez parlé des débris. C'est vrai que c'est un vrai problème, parce que c'est un problème qui commence à toucher toutes les missions spatiales. On a une station spatiale qui orbite au-dessus de nos têtes, il y a 6 astronautes à bord en permanence. Et bien, cette station, c'est en gros tous les mois, elle doit faire des manœuvres d'évitement parce qu'il y a des débris. Et je ne parle pas des satellites, on a eu des satellites qui ont été endommagés, voire démolis, par des débris spatiaux. Donc là, c'est certainement un enjeu dont on parlera à Séville. Vous avez parlé de la conférence ministérielle. Les ministres de l'espace devront décider de vrais programmes pour adresser ce problème des débris spatiaux et de la sécurité des engins spatiaux. Il y a aussi les problèmes de cybersécurité, mais il y en a d'autres. Ça, c'est un enjeu important. Et puis l'éducation. Moi, je suis frappée par 2 choses. D'abord que
quand je parle à des jeunes étudiants, etc., l'espace reste un domaine passionnant, très motivant. Et la deuxième chose, c'est que quand moi j'étais étudiante ingénieure, si on voulait faire du spatial, on n'avait pas 25 solutions. Soit on allait dans les agences spatiales, soit on allait dans les grands industriels du spatial. Mais on ne créait pas son entreprise. Maintenant, tous les jeunes étudiants, ingénieurs, scientifiques, etc., ils veulent créer leur entreprise et ils peuvent le faire. Et ils peuvent faire des petites start-up, etc., qui vont développer des applications, des petits moteurs, des micro-lanceurs. Bon, quel sera l'avenir de ces projets? Peu importe. Mais au moins, ils ont la possibilité d'avoir un esprit d'entrepreneuriat dans le spatial. Le ticket d'entrée dans le spatial a considérablement baissé. Maintenant, on peut créer son entreprise, même sans être un millionnaire de l'Internet ou ce qu'on voudra. Et ça, je trouve que c'est un point important et c'est une grande motivation pour les étudiants pour faire de la science et de la technologie. Bien, donc beaucoup d'éléments. Il y en a un sur lequel j'aurais voulu revenir avant de passer à M. Lemay. C'est qu'il y a donc un ancrage, il y a une perspective européenne, mais il y a aussi un ancrage national, voire local, par le mode de financement des programmes de l'ESA, notamment avec ce qu'on appelle le retour géographique. Donc j'aurais voulu avoir vos avis sur l'intérêt de ce retour géographique. On pourrait penser, s'il doit y avoir solidarité européenne, tout le monde met au pot commun et on travaille ensemble. Mais ce n'est pas le cas. Si, c'est tout à fait le cas. Tout le monde met au pot commun, on travaille ensemble. Mais quand vous investissez quelque part, vous avez envie de toucher un retour de votre investissement. C'est normal, c'est humain. Et même au sein de l'Union européenne, qui dit qu'elle ne le pratique pas, elle le pratique. Tous les pays comptabilisent combien ils versent à l'Union et combien ils récupèrent en forme de politique agricole, de politique régionale, fonds structurels, etc. Alors, à l'Agence spatiale européenne, on le fait et on le dit et on le publie. C'est-à-dire qu'un pays qui contribue à, allez, on va dire 30% à un programme, reçoit, sous forme de contrat à son industrie, 30% de la valeur du programme. Mais je vais vous dire, c'est une motivation extraordinaire. C'est-à-dire que les États, ils sont très contents d'investir en sachant que l'investissement qu'ils mettent dans les programmes, ils vont le récupérer sous forme d'emploi, sous forme de technologie développée dans leur pays. Alors, il se trouve que je suis en charge de ce sujet, donc je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise chose, et pourtant, je pense que c'est une mauvaise chose si on fait le retour géographique, comme vous dites, au détriment de l'excellence et de la compétitivité. C'est-à-dire que c'est une très bonne motivation de dire le pays investit, il aura des contrats dans son industrie, pourvu que son industrie soit compétitive. Et ça, c'est ce pourquoi je me bats à l'ESA, c'est que le retour géographique puisse être synonyme de qualité et de compétitivité. Donc, en fait, plus que de retour géographique, moi, j'aimerais qu'on parle de juste contribution. C'est-à-dire que plus l'industrie est compétitive, eh bien, plus le pays devra contribuer. Et ça me paraît une règle plus intéressante. Alors donc, nous avons vu que tous ces ancrages locaux, j'aurais souhaité donner la parole à M. Jean-Sébastien Lemay pour la communauté des villes Ariane, qui montre en fait que tout cela va au-delà de l'économie. Il y a donc un tissu qui se crée sur la base d'un programme industriel entre des communautés tout à travers l'Europe. Exactement. Donc, bonsoir à tous tout d'abord. Je suis extrêmement heureux d'être là et d'être parmi mes pairs, on peut dire. Parce que la communauté des villes Ariane, c'est justement une association européenne, avec vraiment un esprit européen fort, autour des lanceurs européens, que sont typiquement Ariane, et qui fédère ces différents acteurs aujourd'hui sur on stage, sur l'estrade, que sont les agences spatiales, que sont les industriels et les grands industriels spatials, principalement de l'accès à l'espace, mais aussi des villes ou des territoires, que ce soit justement les municipalités, mais aussi les agglomérations. Mais ça, c'est qu'une partie, parce que l'autre partie, en fait, c'est vous, c'est le public, ce sont les habitants de ces différents territoires. Et nous sommes là, justement, pour aussi vous informer, à l'image du spatial européen, c'est-à-dire localement ici, mais nous sommes connectés avec, en fait, une 35 membres dans environ 20 territoires dispersés dans 6 pays européens. Et le but, c'est pour vous donner à vous de l'information, vous faire découvrir ou parfaire justement vos connaissances sur l'accès à l'espace,
qui est quand même quelque chose d'assez fabuleux et qui fait en effet beaucoup rêver les gens et qui est un domaine vraiment intéressant. Puis c'est aussi justement cette Europe, et heureusement que ça a été dit, cette Europe qui marche, de grands projets technologiques et qui plaisent. C'est aussi l'éducation, parce que ce sont donc informer les citoyens, mais c'est aussi susciter des vocations pour que de jeunes filles, jeunes garçons européens de l'âge de dès 15 ans, en fait, on les sensibilise sur les programmes, sur les sciences de manière globale, évidemment sur le spatial, mais aussi en fait sur l'Europe, parce que derrière c'est aussi la construction européenne avec cet esprit d'être une famille unie et culturelle, parce que on est de nationalités différentes et ensemble on arrive à faire de grandes choses à l'image d'Ariane. Et simplement pour finir, on fait pas mal d'événements comme celui-ci, alors celui-ci est quand même très grand et bien réussi, mais donc, nous avons donc notre association 35 membres, une vingtaine de villes dites villes Ariane, et avec une présidence tournante. Cette année par exemple c'est en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, qu'est la présidence dans la ville de Séville, où il y a un programme avec énormément d'événements faits pour les citoyens de Séville pour justement les interpeller sur ces questions spatiales et derrière les enjeux qu'il y a, pour que justement vous puissiez les comprendre. Mais derrière, cette présidence est tournante, et l'année prochaine, c'est avec plaisir que nous l'accueillons ici à Bordeaux Métropole. Voilà, donc je pense que Stéphane sera Est-ce que je peux juste... Allez-y. Je voudrais vous donner un exemple de ce que le spatial nous a apporté. À travers une entreprise qui s'est implantée à l'aérocampus de la Trêve, qui existe maintenant d'ailleurs dans un lycée qui est sur Saint-Médard, on avait un problème après les 2 tempêtes qui ont abattu des centaines de milliers d'hectares de bois. La dernière tempête, c'est 250 000 hectares par terre. Et on avait un problème pour voir la quantité de bois qui restait. On a signé une convention avec Telespazio, et c'est grâce à Telespazio, donc c'est les satellites, hein. Telespazio, c'est une société franco-italienne. Une société entre Thales et Finmeccanica. Et on a pu savoir, donner la possibilité aux forestiers, aux sylviculteurs, de savoir quelle était la quantité de bois qu'ils pouvaient exploiter par rapport aux entreprises. On a aussi un autre objectif. Vous savez, le grand débat aujourd'hui, c'est comment je sors du glyphosate et des pesticides. Et bien, le satellite peut nous y aider. Un mélange peut-être de satellite et de drone, mais comment je fais pour faire de l'agriculture de précision et non pas traiter ma vigne sur la totalité des parcelles, des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'hectares, mais comment j'interviens en amont, je fais de la médecine préventive. Ou alors j'interviens là, sur la petite parcelle qui est touchée par le milieu et le milieu. Et tout ça, c'est des retombées intéressantes que le spatial peut nous apporter. J'ajoute sur le plan de la souveraineté, vous avez parlé de Galiléo, vous avez les autres tout à l'heure, la naissance de Galiléo, je n'y ai pas participé, mais je connais parce que c'était un copain à moi qui dirigeait une grande direction à Bruxelles, qui est un Bordelais d'ailleurs, qui s'appelait François Lamoureux, ceux qui le connaissent, hein, qui était un des collaborateurs de Jacques Delors. Ça s'est passé sous l'ère de Jacques Delors. Et ça a été financé avec des crédits. C'est l'équipe de Bruxelles qui l'a fait. Il a récupéré 3 milliards sur la PAC de la PAC pour initier Galiléo. Et si on n'avait pas Galiléo, demain, cet abruti de Trump, il pourrait tourner les boutons. Et je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de ce que donnerait la mise en cause par les satellites. Non, c'était moi. C'était vous. Sans satellite de Galiléo, enfin sans satellite de demain, maintenant on conduit tous avec le GPS. Le GPS. Et demain on serait complètement perdu. C'est même pire que ça sert à synchroniser les cellules du téléphone portable entre elles. Voilà. Ça sert à je veux le dire parce que l'échange bancaire. Ça fait partie du rôle des hommes courageux qui ont pu donner
la communauté économique européenne, par-delà les divergences entre les États, de réelles dimensions politiques. Donc quand on veut, on peut. Alors, il se trouve que donc, nous avons pu voir des acteurs à tous les niveaux de l'effort européen pour travailler, avancer tous ensemble dans le spatial. Mais l'Europe n'est pas toute seule, le monde évolue, il évolue même très vite. Et depuis une dizaine, quinzaine d'années, il a connu même une évolution très brutale avec l'apparition, je dirais, tonitruante du secteur privé, qui est passé du statut de fournisseur à celui de décideur. Et aujourd'hui, certains jouent d'égal à égal avec des États en face. Donc on appelle ça un peu abusivement le New Space. Bon, le New Space d'aujourd'hui est-il l'Old Space de demain, et inversement. Il faut savoir déjà que la première révolution avait été faite ici en France au début des années 80, quand l'idée saugrenue est venue à des gens du CNES de commercialiser Ariane et de faire des images spartiates commerciales aussi. À l'époque, ça avait été très 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 mal perçu outre-Atlantique. Aujourd'hui, la situation s'inverse. Des milliardaires font des projets étranges et mettent à mal les plans parfois de l'industrie européenne. Comment gérez-vous tout cela? Comment cela a-t-il changé votre approche de la stratégie européenne? Moi, je voudrais remettre un peu les choses à leur place sur le financement privé. Alors effectivement, il y en a un grand qui s'appelle Amazon, qui est en train aussi, lui aussi, de s'amuser. En revanche, si on parle de SpaceX, on regarde évidemment ça de très près. Alors les modes de financement sont complètement différents des modes de financement européens. En revanche, annuellement, il y a plus d'argent qui rentre chez SpaceX de l'État américain, à travers des lancements du département de la Défense et de la NASA, qu'il en rentre chez Ariane Group. Et on arrive quand même à avoir un niveau de compétition et à gagner des affaires face à SpaceX. Donc je pense qu'il faut, oui, c'est vrai qu'il y a une introduction, de fonds privés dans le spatial, c'est clair, puisqu'on en espère un retour sur investissement. Néanmoins, le rôle des États reste fondamental, et c'est une guerre économique, je pense, aussi, entre des grandes puissances comme peut être l'Europe, comme sont les États-Unis, de favoriser économiquement et de faire en sorte que économiquement il y ait le développement ensuite dont le relais sera pris par des acteurs privés. Et qu'à regarder la guerre commerciale Boeing-Airbus qui dure depuis je ne sais combien d'années. Donc c'est une compétition économique entre espace économique souverain et le spatial est en train de vivre également cette chose-là. Mais ne rêvons pas, à part un mécénat, on va dire, qui est aujourd'hui le mécénat de Blue Origin. Alors je ne sais pas, monsieur Amazon, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense qu'il est très intéressé par les milliards de dollars que les États-Unis vont dépenser pour retourner sur la Lune et potentiellement aller sur Mars. Je pense qu'il est très intéressé également par les milliards de dollars qu'il va récolter en connectant sa plateforme Amazon auprès de tous les consommateurs du monde entier. Je pense qu'il n'y a pas trop de bénévolat là-dedans et je pense que le rôle des États reste encore fondamental pour créer les conditions du développement de cette économie spatiale. Et il faut qu'on le fasse correctement et je pense que l'Europe a des atouts et l'Europe a des technologies. C'est clair, je vous rejoins, je pense qu'effectivement on peut se redonner une ambition qui va au-delà de ce qu'on a fait aujourd'hui, hein, même s'il y a de très très grandes choses qui ont été faites, comme Galileo, comme Ariane. On est à une période de renouvellement de cette ambition et il faut qu'on se la redonne. Si je peux dire un mot, le mot des Candides, bien sûr, il y a quand même une question qui se pose à nous et qui est posée à nous par le privé, c'est la question du temps. Parce qu'on l'a vu, on comprend pourquoi. Le temps de l'espace ancien, c'était un temps extrêmement lié aux institutions, et par définition, les institutions, elles bougent relativement lentement, elles ont des lourdeurs, des inerties. La démocratie, on le sait souvent, est une lourdeur nécessaire, mais une lourdeur.
Et donc, et en plus, quand l'Europe est nécessaire, la dimension européenne complique les choses. Et l'arrivée massive du privé, c'est ça, c'est le temps de décision qui est un temps absolument totalement accéléré, et face auquel on se doit de mettre en œuvre des processus de décision, donc des arrivées du privé, qui permettent de lutter à armes égales. Sinon, si on se contente d'avoir un temps institutionnel par rapport à un temps privé, et avec de l'autre côté de la balance des fonds qui sont quand même très conséquents, on risque, me semble-t-il, d'avoir des problèmes. Donc là-dessus, l'une des missions qu'on peut se donner peut-être, et cette fois même à petit niveau, peut-être pas à la commune encore que, mais c'est aussi de stimuler ce que vous disiez avec beaucoup de justesse, c'est-à-dire que l'accès à l'espace aujourd'hui, c'est plus du même ordre qu'avant, et donc il y a l'innovation privée, l'innovation de petit niveau qui avance, elle est plus que jamais nécessaire, et c'est à nous de trouver les moyens de l'encourager, me semble-t-il. Justement par rapport à ça. Donc effectivement, ça fait bouger l'ensemble du système et nous, comme je l'ai dit au début, on se doit aussi de bouger et de s'adapter à ces évolutions. Ceci dit, pour reprendre ce qui a été dit par Hubert, aujourd'hui les initiatives privées, c'est quand même quelques pourcents du chiffre d'affaires global du spatial dans le monde. Donc on est loin d'avoir retourné le paradigme. Ceci dit, c'est vrai que ça fait bouger les choses. On voit de plus en plus d'acteurs nouveaux qui arrivent, qui demandent, qui questionnent. Avant, on n'avait pas, nous, agence, le réflexe de travailler avec ces gens-là. D'ailleurs, ils n'existaient pas, donc ce n'était pas un problème. On travaillait avec les grands groupes, on travaillait avec les grands industriels qu'on connaissait bien. Là, comment on réagit, comment on s'adapte quand on a des nouveaux entrants qui viennent, ou quand on veut susciter de nouveaux développements d'applications utilisant des données spatiales. C'est tout un tas de choses qui bougent, à laquelle en 2 ans, on a lancé un grand nombre d'initiatives. Et au-delà des initiatives, dans l'état d'esprit des gens, des ingénieurs aujourd'hui, on répond à ces sollicitations, on aide les gens techniquement, juridiquement, parce que l'accès aux données spatiales, juridiquement, c'est pas très simple non plus, techniquement, qu'on puisse tester avec eux rapidement leurs concepts, etc. On travaille avec ces gens, ça les enrichit, ça fait évoluer le système, et ça nous enrichit aussi, parce que ça nous ouvre à de nouveaux systèmes. Donc c'est tout le système qui est en train d'évoluer, et ça c'est très bon. Alors pour votre information, pour votre prochain numéro, je pense à l'information, la région, et Alain Charmeau, votre prédécesseur, sans doute un peu inquiété, la région participe à la création d'un fonds européen, voire même un peu des États-Unis, puisqu'il y a dedans 2 personnes qui viennent de SpaceX. Mais la direction de ce fonds, c'est une personne, le patron d'Ariane Group connaît bien, parce que c'est elle. Donc la région va mettre 10 millions d'euros dans ce fonds. L'objet de ce fonds, et c'est pour ça que la présence de l'Aquitaine dans le capital de ce fonds était importante, c'est d'attirer justement ces start-up. Vous parliez tout à l'heure que les coûts allaient s'abaisser, non pas de l'accès à l'espace, mais des innovations dans les futurs lanceurs, dans la conception des futurs lanceurs, dans le stockage d'énergie des futurs lanceurs. Parce que le problème de l'énergie, il n'est pas simplement solaire au niveau des satellites, mais il faut qu'il y ait aussi du stockage d'énergie. Donc on est dans ce fonds et on a déjà d'ailleurs des prospects. L'idée c'est d'attirer ces entreprises ici, dans l'écosystème Ariane Group, dans l'écosystème des PME et des ETI du secteur spatial, pour que ça ne parte pas ailleurs, qu'on les garde. Après, il appartiendra à Ariane Group, il appartiendra au CNES de travailler avec ces startups et besoin de les accompagner, de faire des PME, puis des ETI. C'est une façon aussi de structurer et de conforter tout l'écosystème sur le spatial qu'il y a autour d'Ariane. Effectivement, j'allais poser la question des fonds de capital risque qui interviennent et qui sont moteurs dans l'apparition de nombreux acteurs, pas aussi gros que SpaceX ou Blue Origin, comme on en parlait tout à l'heure, mais bon, des gens comme Planet, avec leur constellation de satellites.
Il y a des initiatives ici en France, je pense au fonds Cosmic Capital du CNES. L'Europe aussi, tout cela nécessite des réactions rapides, et c'est vrai que l'Europe, elle a un cadre financier au niveau de l'Union qui est voté tous les 7 ans, et que l'Agence spatiale européenne, elle a un conseil tous les 3 ans environ. Comment est-ce qu'on peut essayer d'être plus réactif? Alors, déjà, le cadre pluriannuel financier de l'Union européenne, c'est tous les 7 ans, mais il y a une certaine flexibilité, il y a des fonds, et d'ailleurs, je crois que tout le monde autour de cette table est mis au défi par ce New Space, qui n'est pas à opposer à l'Old Space. Pour moi, c'est juste une approche différente, une approche qui privilégie la baisse des coûts de production, qui privilégie effectivement la réactivité, d'aller plus vite, la prise de risque, d'accepter une prise de risque plus grande, parce que c'est vrai que nous, agence spatiale, on est habitués à être un peu précautionneux, on gère de l'argent public, on ne veut pas d'échecs, c'est pas bien. Donc, eh ben oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on innove peut-être pas suffisamment. Donc je pense, et puis aussi un rajeunissement. Quand vous voyez, moi j'ai rencontré Elon Musk il y a 10 ans de ça, c'était pas du tout la même génération et le même style que les présidents d'agence habituels. Donc je pense que ça nous fait beaucoup de bien. Et je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure de ça. On peut être plus réactif, c'est-à-dire qu'on peut garder une certaine flexibilité dans nos budgets, et c'est ce qu'on essaye de faire à l'ESA, de garder un peu des réserves pour faire de la technologie plus innovante, mais c'est aux États avant tout d'accepter ça. C'est-à-dire qu'on l'a dit, l'espace public en Europe, c'est un domaine gouvernemental, que ce soit au niveau communautaire, intergouvernemental ou national. Eh bien, c'est aux États d'accepter cette prise de risque, cette innovation, et donc un peu moins de contrôle sur leur budget, et de laisser un peu plus de marge à l'innovation, oui, et à l'Europe aussi. Je suis complètement d'accord, il y a des bons exemples. Là, en début de semaine, on a, avec l'ESA, signé un contrat qui n'avait pas, je pense, été discuté à la dernière ministérielle, pour faire des études technologiques sur les futurs réservoirs cryotechniques en composite, donc qui permettront de gagner en compétitivité sur Ariane. Donc c'est des vraies études technologiques, les molécules d'hydrogène qu'on utilise sont toutes petites, donc voilà, il faut regarder qu'elles ne vont pas s'échapper. Ça fait partie de ces choses-là. Avec le CNES, en début d'année, on a lancé ArianeWorks, donc qui est un partenariat où voilà, l'industriel et le CNES ont mis, alors certes, c'est pas des milliards, mais on a mis des petites sommes pour commencer à travailler. Et quelques semaines après sa création, on a déjà une coopération, signé un contrat avec une start-up pour travailler sur des concepts de... 3 semaines. Oui, 3 semaines, ouais. Donc pour travailler sur des concepts encore plus innovants que ceux de SpaceX pour récupérer les étages qui reviendraient sur Terre peut-être un jour. Voilà. Donc on est capable de faire ça. Je pense que s'il y a une volonté, si on y croit, je pense qu'on est tout à fait capable de faire ça dans ce partenariat public-privé et à la mode européenne, je dirais, qui n'est pas la même culture que la mode américaine. Donc, si j'essaye de résumer, nous avons une Europe spatiale efficace mais perfectible, bien ancrée et avec une industrie de haute qualité. On vous écouterait parler pendant des heures, surtout moi, mais l'heure tourne. Alors je voulais voir s'il y avait dans la salle, et je suis très myope, une question. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment très myope. Faites des grands gestes. Bon. Ah, c'est deux là. Deux d'un coup. Alors. Levez-vous. Attendez, vous avez le micro. Voilà, donc j'aurais une question sur la stratégie de l'Europe en termes de vols habités, que ce soit en coopération ou indépendamment, parce
Parce que bon, il y a eu pas mal de projets dans le passé, mais ça n'a jamais vraiment abouti. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, l'Europe a fait le choix, il y a déjà quelques décennies, de ne pas privilégier l'autonomie pour lancer des astronautes. C'est-à-dire qu'elle a fait le choix d'utiliser les moyens développés par les autres puissances spatiales pour lancer les astronautes. Pour l'instant, ce choix n'est pas remis en cause. C'est-à-dire que l'Europe, on a toutes les capacités spatiales, mais on n'est pas capable encore d'envoyer des astronautes. En revanche, on coopère, j'ai parlé de la Station spatiale internationale, c'est déjà le cas, et on regarde, pour cette année d'ailleurs, pour des décisions à la fin de l'année, des programmes, disons, d'exploration lunaire et martienne. Alors sur la Lune, je crois que vous avez eu tout ce qu'il fallait en termes de conférences. Disons que le programme qu'on regarde en coopération avec la NASA, ça s'appelle Lunar Gateway, c'est une sorte de station en orbite qui fait un 8 entre la Terre et la Lune et qui pourrait, dans le cas d'une base lunaire par exemple, du retour de l'homme sur la Lune, ça serait le moyen de réapprovisionner une base lunaire rapidement et aussi éventuellement comme dépôt de carburant, etc. Donc on regarde ça, on regarde aussi l'exploration robotique de la Lune en Europe. Et puis, surtout, d'un point de vue scientifique, encore plus intéressant que la Lune, il y a Mars. Et là, on a déjà des missions vers Mars, d'études scientifiques de la planète. On a aussi des missions du CNES. On a actuellement un séismomètre français, fait par Sodern, filiale Paris, qui étudie les tremblements de terre, j'allais dire, sur Mars. Les tremblements de Mars, voilà. Mais on regarde aussi, et je pense que ce sera la grande mission d'exploration dans la décennie qui vient, le retour d'échantillons martiens. Vous savez qu'on a marché sur la Lune, on a des échantillons lunaires, on n'a pas encore d'échantillons martiens, donc ça, ce sera certainement un grand projet. Mais tous ces projets-là, ce sont des projets en coopération, on ne peut pas imaginer de faire ça tout seul, donc c'est au minimum avec nos partenaires traditionnels, la NASA, mais on travaille aussi avec la Chine. Et je pense que la Chine sera aussi un grand acteur de l'exploration dans les années à venir. Juste, j'allais dire, on n'est pas capable, il ne faut pas que ce soit mal interprété, on serait capable, c'est vraiment un choix, comme tu l'as dit, parce que technologiquement on pourrait le faire, mais ça veut dire que tous les enjeux qu'on a cités, on met une croix dessus, on ne fait plus tout ça, on fait plus moins de télécom, l'observation de la Terre, on n'a plus le changement climatique, etc., tout ce que peut apporter le spatial, on met une croix dessus, puis on fait du vol habité. Ce n'est pas le choix qui a été fait, c'est de dire l'exploration humaine du système solaire, dans notre vision, ça doit être une aventure internationale, une aventure en coopération. Comme je l'ai dit, l'espace, c'est un lieu de compétition, mais c'est aussi un lieu de coopération. Et l'exploration du système solaire, c'est vraiment le lieu de coopération, et ça doit être une coopération internationale. C'est comme ça qu'on le voit, et c'est comme ça qu'on veut le bâtir. Donc on a des participations majeures via l'ESA sur des grands programmes d'exploration, notamment avec la NASA. Orion, qui est le système de transport pur d'équipage côté NASA, son module propulsif est fait par Airbus, Ariane Group, aussi avec les États-Unis en coopération. Et au niveau, après on peut avoir des coopérations scientifiques à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, le CNES, nous, sur les vols habités, on travaille avec tous les acteurs mondiaux du vol habité. On a envoyé des équipements sur la station chinoise Tiangong. On a eu des coopérations avec les Chinois. Évidemment, l'Union soviétique, dès le début, maintenant la Russie et les États-Unis sont des coopérants réguliers. Et les Indiens qui se mettent au vol habité ont eu le réflexe de venir nous voir pour travailler sur l'entraînement de leurs astronautes. Alors, je ne sais pas comment on les appeler, on va voir un nouveau nom, j'en suis sûr. Et donc, on travaille avec tous les acteurs du vol habité. Donc, on travaille sur le vol habité, mais ça doit rester un domaine de coopération internationale. Et c'est comme ça qu'on le voit, pour laisser plus de place pour faire autre chose à côté aussi. Alors, juste pour... j'ai croisé quelqu'un de l'ESA qui m'a donné un prix pour un développement d'un programme de vol habité, pour donner un ordre de grandeur de ce qu'il faudrait rajouter au pot. On parlait de 8 milliards d'euros, qui se trouve être, à peu de choses près, la somme que la NASA a payée à SpaceX pour développer la Crew Dragon. Donc, tout cela est cohérent. Et pour info, les astronautes indiens, je ne suis pas sûr que le terme va rester, ce sont des gaganotes. Une autre question? Ah.
Oui, bonsoir. Je souhaitais savoir, on parlait justement de SpaceX, de ce qu'on appelle le Blue Space. Actuellement, on sent qu'il y a une orientation justement de ces sociétés qui sont plus ou moins avancées, que ce soit SpaceX, Blue Origin ou des plus petites. Il y a notamment une compagnie néo-zélandaise, américaine néo-zélandaise que j'ai oublié le nom. On sent qu'il y a beaucoup d'orientation autour des CubeSats et de la réutilisation notamment. On sent que ça a été un petit peu on dit même que c'était une révolution, et que ce qui était regardé un petit peu avec circonspection encore il y a quelques années, maintenant a été regardé avec un petit peu plus d'attention, notamment au niveau européen. Et ce que je souhaitais savoir notamment, c'est est-ce que où en est déjà où en sont les projets au niveau de la réutilisation? Est-ce que c'est une piste qui est envisagée au niveau européen, ou est-ce qu'on considère que c'est moins viable, ça reste toujours moins intéressant que le système actuel? De la même manière, au niveau des nouvelles propulsions, notamment au méthane, je crois qu'il y a un projet qui s'appelle Prometheus, si je me trompe, qui est en cours. Et dans ce cadre, justement, puisqu'on parlait des territoires, de l'application des jeunes, est-ce qu'à l'avenir, notamment Ariane, mais également l'ensemble des acteurs, vont se baser plus sur les startups au détriment peut-être des gros outils actuels, ou en tout cas les gros outils arriveront beaucoup plus tard avec des projets déjà mûrs, ou est-ce que les gros acteurs vont prendre, notamment Ariane justement, vont prendre directement en charge la R&D, et du coup derrière la sous-question que je me pose, c'est est-ce que Ariane 6 qui va être lancée est vraiment vue comme une solution à long terme, ou est-ce qu'elle va être finalement une transition vers quelque chose de très différent en termes de conception et même finalement de développement? On va déjà commencer par Ariane 6, parce que c'est le projet qui nous occupe. Donc Ariane 6, aujourd'hui, est dans sa phase finale de développement, puisqu'elle fera son premier vol au vol inaugural l'année prochaine. Avec, je dirais, des événements festifs autour de Bordeaux Métropole et de la région Nouvelle-Aquitaine. Elle est parfaitement adaptée aujourd'hui au marché qu'adresse l'Europe. Alors d'une part parce que, je dirais, en termes de nombre de lancements et des cadences que l'on a aujourd'hui, la réutilisation. Alors, pour tout de suite parler de la réutilisation, pourquoi on n'a pas fait de la réutilisation en Europe pour l'instant? C'est parce que, vous l'avez compris, on est dans un monde de compétition, et donc il y a un côté économique qui est très important. Et tous les calculs qu'on fait montrent qu'un lanceur réutilisable commence à être rentable et moins cher qu'un lanceur non réutilisable à partir d'une quinzaine, voilà, on peut avoir des débats, est-ce que c'est une quinzaine, une vingtaine de lancements par an, mais voilà, c'est cette équation économique est là. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, l'Europe lance 10 fois, 11 fois par an, et donc il n'y a pas de rentabilité économique à la réutilisation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le concept d'Ariane 6 n'est pas réutilisable, et convient parfaitement au marché qu'on souhaite adresser, le nombre de missions que l'on souhaite réaliser. Ce qu'il apporte par rapport à Ariane 5, c'est sa flexibilité. Ariane 5 a été le champion des satellites géostationnaires. En revanche, voilà, on voit apparaître des constellations. Il y a Galileo. Il y a voilà, tout un tas d'autres, je dirais, types de missions par rapport à une flexibilité de mission dont on a besoin dans la prochaine décennie. Pour lesquels Ariane 6 est parfaitement adapté. Alors en revanche, si on y croit, voilà, et on y croit qu'effectivement le spatial va se développer, et donc certainement un jour, alors peut-être la prochaine décennie, là je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal, mais il faudra peut-être lancer depuis l'Europe 20, 30 fois par an. Il faudra peut-être aussi savoir revenir, parce que la première chose de la réutilisation, c'est déjà de savoir revenir, et qu'est-ce qui revient. Et donc c'est pour ça qu'effectivement on a lancé un certain nombre de projets technologiques, en particulier avec le CNES et avec l'ESA, pour développer un nouveau moteur,
alors d'abord pas cher, mais aussi potentiellement qu'on pourra réutiliser. Apprendre à revenir, donc c'est le démonstrateur d'étages réutilisables Themis que justement on développe au sein d'ArianeWorks que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est également ces structures légères qui nous permettront de garder de la performance. Parce que bon, un des avantages de la réutilisation, c'est qu'il faut de l'énergie aussi pour revenir et pour ralentir quand on revient de l'espace. Donc alors que quand on fait un lancement comme on fait sur Ariane 6, on utilise toute l'énergie. Alors on utilise un tout petit peu de résiduel pour faire de la désorbitation, pour pas laisser gérer de débris en orbite, pour pas contribuer à cette pollution qu'on a évoquée un petit peu tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on a conçu Ariane 6 et c'est comme ça qu'on se prépare potentiellement, si le marché évolue, si les besoins de l'Europe évoluent, à pouvoir développer, peut-être pour la décennie 2030, un nouveau lanceur qui lui serait réutilisable et plus économique qu'Ariane 6. Tu as parlé de lanceur, je ne vais pas en rajouter, je partage tout à fait ce qui a été dit. Juste passer le message fort que le New Space, c'est tout sauf un truc qui se déroulerait outre-Atlantique et qu'on regarderait à travers la fenêtre d'un train comme le paysage qui défile sans être acteur de ce truc-là. On est complètement là-dedans, on est ancré là-dedans. Il y a quelques années, Boeing a lancé ses premiers satellites de télécommunications tout électriques, avec une mise à poste électrique. C'était la révolution. On a dit, mais ça y est, l'Europe est décrochée, on n'a plus besoin de satellites parce que nous, on ne sait pas le faire, etc. C'était oublié qu'en 2000 tout court, on avait un satellite qui s'appelait Stentor, qui malheureusement n'a pas été en orbite, mais qui a embarqué toutes ces technos, que les technos, on les maîtrisait, qu'on les maîtrise. Et aujourd'hui, nos deux industriels nationaux, Airbus et TAS, ont développé en très peu de temps la capacité de faire des satellites tout électriques. Donc, et ils sont leaders au niveau mondial. Donc ça va, ça vient. Nanosat, on parlait de nanosat. Les nanosats sont très utilisés, c'est une très bonne chose parce que c'est un outil pédagogique très intéressant par les universités. Et on a de plus en plus de centres spatiaux universitaires qui apprennent à faire des nanosats et c'est très bien pour la formation. Dont on a parlé, la formation c'est très important. On a décidé au CNES il y a 2 ans de lancer une capacité industrielle de nanosatellites. Alors on n'est pas allé voir le grand industriel, alors on est allé les voir, mais ils ont dit non, c'est pas notre truc, il vaut mieux lancer une petite structure, avec une petite boîte qui s'appelle Nexeia à Toulouse, on est en train de développer, et dans un mode nouveau de mise en plateau, où on a mis un peu comme ArianeWorks, on a mis des ingénieurs du CNES travaillant avec les ingénieurs de Nexeia, on a développé un nanosatellite, le premier va être lancé cette année, il s'appelle Angels, et on travaille avec eux sur une constellation d'IoT, d'Internet des objets par satellite, qui va utiliser ces nanosats. Donc, l'observation de la Terre, j'en parlais tout à l'heure, on est en train de lancer, on va choisir un industriel ces jours-ci, une nouvelle constellation qui va faire du modèle numérique de terrain métrique, avec une capacité métrique au niveau mondial. C'est des satellites qui volent enfin 4 satellites qui volent ensemble et qui permettent de faire nativement du modèle numérique de terrain. Ça n'est fait nulle part au monde à ce niveau-là de précision. Ça sera fait par des satellites, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui coûtent 10 fois moins cher que les satellites actuels. Ce truc-là est fait en France. En Europe, en France, on a des ingénieurs de top niveau, on a des chercheurs, des laboratoires de recherche de top niveau, et donc on a tous les outils et pour participer, et on participe activement à ce space, tout simplement, à cette évolution du spatial qui fait que suite aux enjeux que j'ai décrits tout à l'heure, le spatial est en train d'évoluer, on a toute notre part à y jouer, on a toutes les compétences pour y jouer au premier niveau, et c'est ce qu'on essaie de tous faire ensemble. Si je peux juste, avec un peu mon point de vue aussi d'ingénieur dans le domaine spatial, la réutilisation, juste sur ce sujet-là, c'est pas non plus quelque chose de complètement nouveau, c'est quelque chose qui a existé dans les années 80 au moins, et 90 par la suite, avec la navette spatiale. Donc le concept a déjà existé et il a eu ses propres difficultés, entre autres aussi sur l'équation économique. Par la suite, on a vu en effet un retour plus récemment avec SpaceX, qui n'est pas non plus une entreprise aussi jeune que ça, elle a quand même une quinzaine d'années, mais qui a capitalisé en fait sur de l'existant de la NASA, entre autres en termes de moteur, parce que ça a été dit, la réutiliser, c'est d'abord pouvoir récupérer, avoir cette capacité de récupérer. Pour récupérer, c'est pouvoir maîtriser en fait la poussée de ces moteurs et donc avoir de la poussée modulable. Donc la première brique pour l'Europe, si l'Europe souhaite aller dans la direction des lanceurs réutilisables, ça va être justement sur les moteurs et l'étude des moteurs.
Et ça, c'est d'abord la première brique technologique qu'il faut développer, que l'Europe en fait, a pris la décision il y a 3 ans de développer. Et c'est la première étape, comme l'accès spatial, le transport spatial, l'accès à l'espace, c'est la première brique pour une économie spatiale. Et ben pour la l'hallucination, ça sera d'abord le moteur, et le moteur, c'est le moteur Prometheus en train de développer. J'en profite juste pour faire un tout petit peu de pub sur l'aspect technique, puisque je vois qu'il y a quand même des profils un peu plus jeunes, et qui sont peut-être dans le domaine des sciences. Donc l'année prochaine, il y aura aussi l'université d'été de la CBA, qui dispense en fait des cours pendant juillet, pendant 4 semaines, sur du savoir technique dans les transports spatiaux, mais aussi sur les transports, enfin sur les systèmes orbitaux, et avec les grands noms, les connaisseurs ou des gens passionnés dans le domaine de l'espace et qui viendront faire ces cours-là ici à Bordeaux, l'ENSAM, donc à l'école Arts et Métiers l'année prochaine. La question sur la durée, là, le temps de relance, parce que c'est une question, on n'a pas répondu. Est-ce qu'Ariane 6, ça va durer longtemps ou est-ce que c'est une transition du fait de tout ce qu'on a dit là, les cycles d'innovation se raccourcissent, les capacités d'innover augmentent et les cycles se raccourcissent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'on soit dans un schéma où on développe un lanceur pendant 10 ans pour l'exploiter pendant 20 ans. Ça, c'est pas vrai. Ça a été peut-être vrai il y a un moment, mais c'est plus aujourd'hui. C'est plus vrai non plus sur les plateformes de satellites. Les plateformes de satellites, il fut un temps où les industriels avaient leur gamme de plateformes qui étaient utilisées pendant 10, 15, 20 ans. C'est plus vrai, ça change beaucoup plus vite. Donc, Ariane 6, on va le développer, on a développé, c'est un super lanceur. Et puis, on pense déjà à la suite, parce qu'il ne faut pas qu'on soit perdu par rapport aux nouvelles générations et aux nouvelles évolutions. Donc, on a des cycles beaucoup plus rapides, et aujourd'hui, on est en train de concevoir un système, que ce soit pour les lanceurs ou pour les satellites, en même temps qu'on réfléchit et qu'on développe les briques pour la suite. C'est ce qui se passe en ce moment. Et en complément de ça aussi, on a conçu un lanceur évolutif, hein, donc on a également des options d'évolution pendant la période où il sera là, qui permettent effectivement de continuer à augmenter sa capacité et à également améliorer sa performance et sa compétitivité. Voilà. Donc c'est, voilà, et puis d'ailleurs, Ariane 6, c'est 5 ans. Effectivement, quand on compare, même SpaceX, SpaceX c'était plus de 10 ans, et avec en plus des moteurs qui existaient déjà, alors que je dirais qu'on a créé des nouveaux moteurs, en particulier un moteur solide, pour Ariane 6 et dans un délai record de 5 ans. Donc on commence à se mettre dans ces cycles. Voilà. Bien, je vais être obligé d'arrêter tout le monde parce que nous avons totalement explosé l'horaire. Voilà, ma grande honte. Pour les jeunes potentiels futurs ingénieurs qui sont ici, je voulais juste signaler quelque chose dont j'avais été témoin avec M. Suchet lors du Toulouse Space Show, où des entreprises, des startups de la Silicon Valley nous expliquaient qu'elles préféraient venir s'installer à Toulouse parce qu'il y avait un très bon vivier de très bons ingénieurs et que les formations françaises, c'était quand même autre chose. Voilà. Donc, je vous remercie à tous et je vous propose d'applaudir nos panélistes.